Le domaine de la terre fut une première mondiale. Jamais en effet il n'avait été réalisé un ensemble de logements sociaux de cette ampleur, utilisant la terre crue comme matériau principal de construction. Ce projet exemplaire a bien rempli sa vocation première, celle d'être le chaînon manquant entre les réalités anciennes des traditions constructives et des réalités actuelles, plus rationnelles, d'une construction en terre crue résolument moderne. Partout en Europe, l'usage de la terre crue atteint une certaine maturité. D'une manière générale, et même si certains s'y refusent, la majorité des acteurs du secteur semble estimer que l'usage jusqu'ici quelque peu marginal du matériau doit évoluer vers une normalisation et une commercialisation des produits pour tous et partout. Elle rougit bien, hein. Elle teinte bien cette terre. Et je pense simplement que si on veut que ce matériau se répande un petit peu et que ce matériau soit accepté de nouveau comme il commence un peu à l'être quand même dans notre société, il faut que monsieur et madame tout le monde et aussi bien des artisans puissent travailler avec ce matériau. En ne travaillant que avec des terres locales, avec quelques spécialistes, quelque part c'est presque un peu élitiste. C'est un matériau qui est trop beau, qui a trop de possibilités, aussi bien au niveau de la décoration que de la construction réellement, pour qu'on ne puisse pas le faire un peu à plus grande échelle. Parce que si on lui demande de réguler l'hygrométrie, il y arrive très bien. Si on lui demande de ne pas faire de déchets, il y arrive très bien. Si on lui demande d'être porteur, il peut l'être. On lui demande d'être beau, il l'est, d'accord, mais c'est pas ce matériau tout seul qui va changer la société. Donc s'il faut attendre qu'on change la société pour travailler avec ce matériau, je pense que malheureusement il y en a encore pour un bon bout de temps. De toute évidence, la production en quantité de matériaux de terre crue reste liée à l'importance du marché, comme ici en Algarve, au sud du Portugal, où la construction en terre connaît un développement remarquable. Pour satisfaire la demande, la société Construdob produit à la saison sèche plus de 500 000 briques de terre crue qu'elle stocke sous d'immenses bâches plastiques. La production de l'adobe est saisonnière, cela se passe surtout en été. Ici, dans l'Algarve, là où nous nous trouvons actuellement, nous produisons des briques d'avril à fin octobre. En été, il faut une semaine pour que l'adobe soit sèche et que nous puissions empiler les briques. Les briques sèchent à l'air libre, on ne les cuit pas, on ne les presse pas. Notre problème pour augmenter la production, c'est qu'on aurait besoin d'une plus grande infrastructure, c'est-à-dire de plus grands terrains. Avec notre méthode, nous produisons plus de briques d'adobe que nous ne pourrions en produire en utilisant un moule à main de façon traditionnelle. Mais à la fin de la journée, lorsque les briques sont disposées pour sécher à l'air libre, on a un problème de place. C'est cette question de l'espace qui détermine, ou plutôt qui limite notre capacité de production. Mais certains réfutent l'industrialisation de la terre crue, affirmant que la terre ne se transporte pas, mais se puise sur le site même de la construction. C'est normal, voilà.
La terre n'est pas un matériau qu'on peut utiliser n'importe où et pour n'importe quel projet. L'usage de la terre a toujours été associé aux régions où elle était de bonne qualité et où on pouvait l'utiliser in situ. On n'a jamais transporté de la terre pour la construction. Si je regarde les études que j'ai faites dans la Alentejo ou en Algarve, les maisons construites en terre dans les siècles passés ont toujours gardé la trace de trous à proximité, là où on extrayait la terre. Et c'était toujours des constructions qui faisaient appel aux matériaux locaux. Pour moi, la terre n'a pour vocation de n'être ni industrialisée, ni transportée. Navapalos, en Castille, est un centre de formation entièrement consacré à la construction en terre. Dans ce village, des étudiants, des architectes, des entrepreneurs venus de toute l'Europe apprennent les gestes et les techniques qui leur manquent. Car si la ressource et la qualité de la main-d'œuvre et des artisans s'améliorent sans cesse, les spécialistes du secteur confirment le besoin de former les décideurs. C'est ainsi que les membres de Cratère se déplacent partout pour former des professionnels de la construction en terre et des enseignants, ainsi que pour susciter des vocations de chercheurs. Bénéficiant d'outils de formation comme les grands ateliers de Villefontaine, Cratère fait porter tous ses efforts de formation sur les futurs décideurs. Le choix fondamental qu'on a fait, c'est un choix qui a été voulu par l'équipe Cratère, c'est la formation. Parce qu'on considérait qu'il fallait former des gens qui avaient une certaine responsabilité en tant que maîtres d'œuvre dans plusieurs pays, et que les sensibiliser eux, ça allait sensibiliser d'autres personnes. Dans l'idée et dans le concept en fait des grands ateliers, c'est que pour nous, entre plusieurs enseignants de diverses écoles, il n'était pas pensable quelque part d'enseigner sans que l'étudiant puisse toucher la matière première et puis éventuellement avoir un rapport, ne serait-ce qu'un jour par an, ou même peut-être moins, mais au moins d'avoir un rapport avec la réalité. Ici, on a pensé qu'il était préférable de former d'abord nos architectes au contexte de l'exécution de l'ouvrage, avant même de les faire réfléchir sur la conception de l'ouvrage. C'est-à-dire d'intégrer complètement les logiques de la connaissance des matériaux, de la connaissance des systèmes constructifs et des cultures d'exécution, afin que la conception du projet, le dessin du projet soit complètement maîtrisé, soit complètement cohérent et qu'il puisse vraiment maîtriser son exécution au meilleur degré possible. Tant qu'il y a du soleil, il vit. S'il n'y a plus de soleil, il vit plus. Il va plus loin. Architecte portugaise, Catarina Pereira a complété sa formation à Grenoble. Avec plusieurs autres architectes, elle vient de fonder un collectif pour promouvoir l'usage de la terre crue dans son pays. L'association qu'on est en train de créer vient d'un groupe d'architectes qui ont plus ou moins le même âge que moi. Au début, on avait pensé créer quelque chose seulement entre nous. Mais comme nous connaissions de nombreuses personnes qui s'intéressaient déjà à la construction en terre au Portugal, nous avons pensé qu'il fallait mieux se réunir et travailler en collectif. Nous nous sommes alors aperçus que les difficultés et les questions qui touchent à la construction en terre au Portugal étaient toutes liées. Et donc, pourquoi ne pas se regrouper et travailler en collectif ? La terre, la difficulté essentielle, c'est de vouloir passer à la normalisation. C'est-à-dire que les ingénieurs ou les techniciens ou les assurances vont prendre le matériau en tant que matière et vont faire des essais de trempage dans l'eau, de gel-dégel. Et à ce moment-là, on ne peut pas l'utiliser puisqu'ils font. Donc il y a cette relation qui n'existe pas encore chez les ingénieurs ou chez les contrôleurs, disons, du bâtiment, qui est on est sur une architecture qui dure des siècles, on n'est pas sur un matériau qui dure quelques secondes. Et donc il n'entrera dans la modernité que si l'architecte, quelque part, est capable de l'imposer en tant qu'architecture, pas en tant que matériau.
Au moment où les pays riches redécouvrent les étonnantes qualités de la terre, le déficit en logement des pays pauvres ne cesse de se creuser. Les qualités révélées de la terre crue ne peuvent être le seul apanage des pays riches. Ce matériau, quasi inépuisable, a tous les atouts pour devenir une véritable solution pour des millions de mal logés. Nous devons aider ceux qui en ont le plus besoin à redécouvrir l'usage de la terre crue. Parce qu'il n'est pas d'accord.